J'ai passé une dizaine d'années en Afrique de l'Ouest à suivre l'implémentation du contenu local pour la sous-traitance dans les services pétroliers, en fait. Et l'un des points que j'ai constaté, j'espère que je ne suis pas en avance sur les détails, c'était l'approche au système. Et très souvent, on se focalisait surtout sur la partie technique, la technique pure du secteur pétrolifère ou gazier, et on oubliait les autres qui sont aussi une part non négligeable et très importante du développement du contenu local. Par exemple, lorsque nous avons affaire à l'industrie pétrolifère, nous avons très souvent besoin des équipements de levage et de manutention spécialisés. Et c'est des choses qui ne sont pas très souvent regardées dans ce développement de contenu local, en fait. Vous voyez un peu de quoi je veux parler. Donc, pour moi, à mon avis, il est intéressant de regarder l'industrie dans sa globalité, c'est-à-dire les services pétroliers proprement dit, la partie technique, ce qu'on peut appeler les fonctions de support, c'est-à-dire les finances, l'administration, l'hygiène de la santé et l'environnement, et maintenant la sous-traitance. Tout le secteur qui gravite autour du service pétrolier. Et à ce moment, on aura une approche inclusive et qui pourrait être très bénéfique aux différents pays qui veulent l'implémenter. Je disais qu'il faut un cadre bien clair dans lequel donc les sociétés, les entreprises pétrolières, les sociétés pétrolières internationales, lorsqu'elles arrivent donc à opérer dans un pays, savent à quoi s'en tenir. Donc, comme je le disais, il ne faut pas donc s'attendre que ces sociétés de par elles-mêmes développent donc l'emploi des nationaux et l'utilisation donc des entreprises locales, pour ne citer que ces deux, je veux dire, éléments du contenu local. Nous, en Côte d'Ivoire, le constat que nous avons fait, qui nous a emmené à prendre une loi spécifique au contenu local, qui est en fait une loi qui renforce les dispositions du contenu local, et que les dispositions de contenu local, je veux dire, ces grands principes tels que prévus par le Code pétrolier, par les contrats de partage de production eux-mêmes, n'étaient pas suffisamment, je veux dire, explicités et souvent, je veux dire, assortis, on va dire, de sanctions en cas de non-observation des obligations, ce qui faisait que, voilà, il était, je veux dire, difficile pour l'administration en tant qu'administration, puisqu'elle ne disposait pas, donc, on va dire, de moyens, voilà, pour une mise en œuvre, une mise en application efficace donc, de ces lois, de faire appliquer donc, ces dispositions. Et donc, les nouvelles dispositions que nous avons prises, on va dire, sont bien spécifiées, bien claires. L'entreprise, lorsqu'elle vient, elle sait à quoi s'en tenir en termes donc, de taux d'emploi des nationaux, en termes de part de marché à réserver donc, aux entreprises nationales, pardon, en termes donc, d'évolution donc, de ces différents quotas donc, en fonction donc, de son activité et l'administration qui a à charge donc, la mise en œuvre de ces dispositions, de ces obligations, doit se donner en tout cas les moyens suffisants pour pouvoir emmener donc, les sociétés donc, à l'observation donc, de ces dispositions. J'ai remarqué que pour le contenu local, par exemple, au Congo, si je comprends très bien, le contenu local dans le domaine surtout du secteur pétrolier et gazier, c'est le sujet d'aujourd'hui, il me semble qu'ils sont souvent contenus dans les contrats de partage de production. Mais dans le cas de certains pays qui n'ont pas encore, qui sont encore en phase de prospection, j'aimerais, peut-être comme la Côte d'Ivoire, hein, je ne sais pas exactement où ils en sont, est-ce qu'ils ont déjà signé des contrats de partage de production, où ils se protègent déjà en amont des
des incertitudes qui peuvent naître dans le secteur du pétrole pour les Ivoiriens. Alors, moi, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il existe dans d'autres activités non pétrolières la même importance que l'on donne pour le pétrole? Est-ce qu'il ne serait pas une bonne chose que le contenu local soit un peu plus globalisé et plutôt qu'il reste que dans le secteur pétrolier ou gazier? J'ai l'impression, quand on parle de contenu local, en tout cas, il me semble ici au Congo, on parle surtout du pétrole et du gaz. Est-ce qu'il est possible que, d'abord, que ce soit un peu plus quelque chose de plus ouvert aux populations et que tout le monde se rende bien compte que le contenu local, ce n'est pas que le pétrole ou le gaz, mais c'est aussi tous les autres pans d'activité qui peuvent être inspectés pour cela. Oui, voilà. Vous avez parlé de l'élargissement du contenu local à d'autres secteurs. Évidemment, maintenant, on l'applique plus ou moins aux hydrocarbures. Secteur pétrolier, gazier, c'est même assez récent qu'il s'est élargi au secteur gazier, parce que le secteur gazier et le secteur pétrolier, c'est la même chose. En fait, au départ, le contenu local a concerné, disons, le secteur extractif de manière, disons, de prime abord. Parce qu'il y avait dans ces domaines des impacts collatéraux disons, de l'exploitation des ressources naturelles, des impacts collatéraux sur les zones d'exploitation. Et la problématique, c'était qu'en tiraient les riverains de ces zones d'exploitation, en dehors de toutes les nuisances qu'on peut imaginer positives. Il n'y en a pas beaucoup, mais beaucoup plus négatives. Je ne vais pas citer la liste. Donc, ça, c'est de un. Et sans compter qu'il est commun et connu que ce secteur est porteur de l'économie nationale, là où cette ressource a été, disons, valorisée, le pétrole s'entend, le gaz, bien entendu. Donc, porteur à un très haut niveau donc de l'économie nationale, où son exploitation impacte les budgets nationaux à des niveaux très élevés. Au Congo, c'est près de 80%. Donc, on voulait quand même voir si à côté, il y avait des effets d'entraînement visibles et palpables de cette exploitation, de l'exploitation de ces ressources. Et donc, c'est dans la recherche justement d'une plus-value plus significative de cette implication des sociétés dans la valorisation de ces ressources que les États ont pensé qu'il fallait donner une priorité. Le contenu local s'étant révélé comme un moyen, une manière, en quelque sorte, d'une importance accélératrice donc, du développement économique, reconnu par l'ensemble des organisations ou, disons, des communautés des pays producteurs. L'APO, on le sait, l'OPEP, c'est la même chose. Alors, voilà, donc c'est par un ordre de priorité qu'on s'est appliqué à améliorer en quelque sorte la plus-value de cette activité qui est d'importance dans les économies nationales, que justement les autres secteurs ont comme été oubliés. Mais pas totalement, parce que qui dit contenu local dit rapport disons, à l'implication
j'ai envie de dire, de l'étranger, en fait, des étrangers, dans les économies nationales. Et les étrangers, justement, ils interviennent souvent dans ce secteur, donc, contenu local, donc national, par rapport à une implication beaucoup plus d'hommes d'affaires qui tirent les ficelles au niveau étranger. C'est souvent les multinationales. Ce n'est pas les multinationales que justement ce rapport a été observé vis-à-vis de nos économies nationales. Alors, il fallait justement accroître en quelque sorte la part locale dans cette économie qui justement dirige le monde. Donc, c'est pour ça que c'est juste une question de priorité. Maintenant, quant à l'élargir vis-à-vis des autres secteurs, bon, je crois qu'il y a déjà beaucoup de dynamiques qui ont été engagées dans nos pays, hein, parce que le contenu local aujourd'hui n'est rien d'autre que ce que l'on appelait à l'époque l'africanisation des cadres. Ce n'est rien moins que ce que dans les pays, pour parler par exemple du Congo, on parlerait de congolisation des cadres, c'est la même chose. La même thématique est développée dans tous les pays. Je pense, j'ai été au Gabon, on parle de gabonisation des cadres. Gabon d'abord, c'est la même chose. C'est ça le contenu local, qui s'est exprimé d'abord sous une recherche en fait de développement des ressources humaines à l'intérieur donc des sociétés. Et c'est là où justement, je dis que oui, il doit s'étendre à d'autres secteurs et ne pas se contenter seulement de la problématique de la valorisation des ressources humaines à l'intérieur des sociétés. C'est là où je rejoins la préoccupation du panéliste M. Crispin Jean-Martin, où justement il dit qu'on semble oublier les secteurs de pointe comme le forage et les autres domaines pour ne se contenter que des préoccupations d'ordre personnel, gestion du personnel, où il faut augmenter la capacité. Mais qu'est-ce que nous attendons pour être, nous aussi, les grands opérateurs dans ces domaines du forage, des secteurs, disons, de technicité pointue? Oui, je voudrais tout simplement embrayer sur ce que disait, n'est-ce pas, un autre frère, Joachim, a dit qu'en parlant, avant d'élargir, n'est-ce pas, ce concept de contenu local aux autres domaines d'activité, il faudrait bien, n'est-ce pas, que nous entendions sur les enjeux, sur les différents enjeux. Moi, je pense que l'enjeu, n'est-ce pas, du contenu local est un enjeu gagnant-gagnant pour le pays hôte, n'est-ce pas, du fait que ce concept aide, n'est-ce pas, à développer le tissu industriel local et créer une sorte de création et déploiement, n'est-ce pas, des infrastructures. Et aussi la création d'emplois et des richesses, la réduction du chômage, par exemple, le pays hôte, et la croissance économique et le développement économique. Il y a également un enjeu, n'est-ce pas, pour la société donneur d'ordre, pour ces différents multinationales, dans le respect de la réglementation, dans le respect des normes QHSE. Tout à l'heure, je disais que j'interviendrai plus dans le domaine QHSE, de la charte éthique même, n'est-ce pas, de la réduction des coûts de production et la responsabilité sociétale d'entreprise. Je pense que là, c'est un domaine extrêmement important, sur lequel il faudra s'appesantir. Il y a aussi pour les enjeux pour les sous-traitants, la sous-traitance, les fournisseurs, n'est-ce pas, l'obtention des contrats, la création d'emplois de richesses. Il y a aussi même pour les communautés locales, les emplois, n'est-ce pas, la réduction du chômage et la formation. Donc, il faudrait bien, n'est-ce pas, que nous comprenions ces enjeux avant de savoir si ils sont également bénéfiques dans d'autres secteurs. Et je pense que ce sera bénéfique dans d'autres secteurs. Les autres secteurs, n'est-ce pas, on peut parler, n'est-ce pas, de ce secteur pétro-gazier, du secteur, n'est-ce pas,
miniers, les autres secteurs également ne pas pourraient également en profiter. Et si nous partons sur le concept, ou du moins sur l'approche que c'est gagnant-gagnant. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter à ce que M. Joachim espère développer tout à l'heure. OK, voilà. Moi, ce que j'allais ajouter, je pense qu'en théorie, je veux dire, les États peuvent édicter des règles, des principes de contenu local de manière globale sur l'ensemble, on va dire, des activités, je dirais, économiques, ou bien, à tout le moins, des activités qui relèvent des ressources patrimoniales. Si je ne me trompe pas, je crois savoir, on pourra vérifier après que, par exemple, la Sierra Leone a je ne sais pas si c'est une loi, en tout cas une réglementation sur le contenu local qui n'est pas spécifique au secteur pétrolier, qui touche au moins, voilà, toute l'activité économique, si ce n'est le secteur des ressources patrimoniales. Mais je pense que on pourra vérifier cette information, voilà. Mais je pense que pour être efficace, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait que les dispositions relatives donc aux obligations du contenu local soient traitées de manière spécifique, parce que les spécificités du secteur pétrolier sont différentes des spécificités, par exemple, du secteur BTP, sont différentes, même du secteur voilà, des ressources minières, du secteur minier, voilà, qui relève aussi du patrimonial, tant au niveau, par exemple, de la nature des contrats, du cycle de vie des contrats. Par exemple, dans le domaine des mines, c'est vrai, il y a d'abord la recherche, ensuite la production, mais en termes de durée, il y a des spécificités, il y a des différences. Et en termes, je pense aussi de chaînes de valeur qui sont impliquées dans ces différents secteurs. Et donc, pour pouvoir donc présenter aux investisseurs des dispositions claires, comme je l'ai dit tantôt, parce que je veux dire, nos sociétés pétrolières internationales, en tout cas, sont il leur faut en tout cas des dispositions qui soient bien claires. Lorsqu'elles viennent investir dans le pays, les dispositions, les réglementations ne doivent pas rester juste aux déclarations de principe. Il faut en tout cas toute une déclinaison qui puisse permettre donc à cette société, voilà, de savoir quoi s'en tenir jusque dans les moyens d'État. Donc, je pense que pour une question d'efficacité, il est bon que les politiques de contenu local adressent spécifiquement les différents secteurs d'activité, bien que, je veux dire, rien n'empêche qu'en théorie, on peut avoir... Voilà, c'est tout. Merci. J'en ai terminé. Voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour de la question. Moi, je voulais qu'on revienne un tout petit peu aux obstacles au développement du contenu local en donnant un exemple tout simple. Quand on prend la plupart de certains pays occidentaux comme par exemple l'Angleterre, la Norvège, on se rend compte que le taux d'augmentation en pourcentage du local content s'est développé assez rapidement au bout de 50 ans, 60 ans. Et on sait aussi qu'il y a des pays derrière qui ont subi aussi des augmentations en termes de pourcentage du local content assez significatifs, comme au Brésil et dans certains pays du Moyen-Orient. Pourquoi pensez-vous, est-ce que vous pouvez dire ce que vous pensez à propos des pays africains? Pourquoi cette augmentation en termes de pourcentage de local content? Pourquoi en Afrique, le pourcentage est si bas, alors que dans ces pays-là, c'est allé assez rapidement? Est-ce que vous pouvez énumérer un peu les obstacles qu'ils font
qui sont macroéconomiques, microéconomiques, structurelles, qui font qu'effectivement, institutionnelles peut-être, qui font que dans les pays d'Afrique, les pays africains, ça n'est pas allé aussi vite que dans ces pays-là, que dans les pays dans certains pays occidentaux. Oui, Alain, oui, peut-être là, je pourrais intervenir ici pour dire que, à mon avis, hein, c'est le constat que je fais par rapport à la faible participation des entreprises, n'est-ce pas, locales dans les activités industrielles. Le constat que je fais est d'abord dû, n'est-ce pas, à la volonté politique, hein, la volonté politique de nos leaders. Il y a un manque de leadership, n'est-ce pas, là, dans l'approche. Hein. Et à côté de cela, je vois, n'est-ce pas, des causes macroéconomiques, notamment, nous avons dit tout à l'heure, la faiblesse, n'est-ce pas, du tissu industriel national pour absorber toutes les activités. Tout à l'heure, je parlais de contrats qui sont pratiquement à 95% décernés aux entreprises, n'est-ce pas, étrangères. Je parlais, n'est-ce pas, de la technicité des activités réalisées, notamment dans l'industrie pétrolière. Et tout à l'heure, on parlait, n'est-ce pas, de l'élargissement et aussi dans l'industrie minière. Il me souvient que le Cameroun, tout dernièrement, a signé un contrat, n'est-ce pas, minier avec une entreprise chinoise sur pratiquement 30 ans pour un montant, un coût de 400 milliards. Cette entreprise, n'est-ce pas, elle est chinoise. Pourtant, nous avons des universités, n'est-ce pas, qui font dans le domaine minier, on aurait pu avoir un plan stratégique, par exemple, n'est-ce pas, de formation de gens et les préparer à prendre la main, ce qui n'a pas été fait. Donc, il y a une volonté politique, n'est-ce pas, à ce niveau. Il y a le climat des affaires, peu favorable à la création et au développement, n'est-ce pas, des entreprises locales. Hein. Et le cadre juridique, institutionnel et légal n'est pas toujours favorable. Il faut se le dire. Ça, c'est, n'est-ce pas, l'aspect macroéconomique. L'aspect microéconomique, c'est la méconnaissance même, n'est-ce pas, des normes de qualité, hygiène, sécurité, environnement dans certaines entreprises locales. Tout à l'heure, je disais que je devais insister plus, n'est-ce pas, dans ce domaine. L'inadéquation des compétences techniques et en gestion de certaines entreprises locales, l'administration, organisation, structure financière, capitalisation, tout ça sont des causes microéconomiques, n'est-ce pas, qui ne nous permettent pas de directement, n'est-ce pas, nous développer. Le manque d'informations de nombreuses entreprises locales sur les procédures d'achat de biens et de services des donneurs d'ordre, n'est-ce pas, comme nos multinationales. Donc, pour me résumer, je pense qu'il y a un manque de volonté. Vous avez parlé, n'est-ce pas, du cas des Royaumes-Unis, je crois que c'était en 70, le contenu local représentait pratiquement 10%, et quelques 10 ans, 15 ans après, c'est 100% aujourd'hui. Mais pourquoi? Je pense qu'il y a une volonté politique, n'est-ce pas, derrière toutes ces actions. Et c'est ce que nous déplorons, n'est-ce pas, à notre niveau. Nous avons eu des conventions, n'est-ce pas, d'établissement dans nombreux pays, mais ces conventions ne sont pas toujours suivies dans leur implémentation. Il y a un certain nombre de choses très intéressantes, n'est-ce pas, dans ces conventions qui ne sont malheureusement pas suivies par l'administration, n'est-ce pas, de tutelle. Et le résultat de course, nous restons, au lieu d'avancer, nous reculons plutôt. Donc, voilà quelques obstacles hein, que moi, je pense trouver dans la mise en application, n'est-ce pas, du contenu local dans notre contexte africain. Oui, oui, bien que M. Crispin ait vraiment tout couvert, voilà. Je crois qu'il a vraiment tout dit, mais je voudrais insister sur un point puis ajouter un autre élément. Je crois qu'il a touché aussi, mais je vais bien expliciter cela. Le point sur lequel je vais donc insister, c'est, je crois, une contrainte macroéconomique. Il a parlé du climat des affaires. Mais c'est quoi le climat des affaires? C'est la difficulté pour des PME nationales. Enfin, le climat des affaires, je veux dire, défavorable, voilà, bien entendu.
un climat des affaires qui ne favorise pas donc l'essor, on va dire, du contenu local. Lorsqu'il y a des difficultés, voilà, pour que les entreprises locales se mettent en place, les PME, ça peut aller de la corruption à la pression fiscale. Et puis, comme Crispin l'a dit également, l'absence d'encadrement de ces PME-là pour développer leurs compétences, leurs capacités, aux procédures de passation de marché, aux normes de qualité et tout, pour pouvoir donc être à mesure de compétir au même niveau que les entreprises internationales. Et ce que je voudrais ajouter en plus, c'est le faible niveau d'éducation dans nos pays par rapport donc à ces pays que vous avez évoqués, la Norvège, le Brésil, ce sont des pays développés, voilà. Et ces pays ont vraiment une très bonne base en matière d'éducation. Ce qui nous fait défaut souvent en Afrique, c'est enfin non, pour pouvoir donc produire donc des compétences qui puissent être à même d'être utilisées dans le secteur pétrolier, c'est l'éducation, on va dire de base, et puis aussi l'éducation spécialisée. Voilà, parce que ce sont des métiers, voilà, où la technicité, donc, je veux dire, est élevée. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous allez peut-être le noter, la plupart des pays africains qui pétrole ou qui ont découvert récemment du pétrole ont mis en place des instituts de formation donc pour former leurs compétences, donc pour former donc les locaux dans les métiers du pétrole, en tout cas dans tous les métiers, voilà, du pétrole jusqu'aux métiers les plus demandant beaucoup plus de technicité.